Salutations braves gens et bienvenue pour la pastille filmique de Litos. Au programme de cet épisode, un film de 1986, Maximum Overdrive de Stephen King. Mais... Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Alors, Maximum Overdrive ou bien Les roues de Satan dans la langue de Molière, ou encore Les camions maléfiques sur les territoires francophones outre-Atlantique, est un film de merde. Ah non, mais comme ça, y a pas de suspense, hein, et on peut passer au prochain épisode. Poids lourd est le titre d'une nouvelle du maître incontesté de l'horreur, Stephen King. Cette dernière est contenue dans le recueil Danse macabre et paru en 1980. Les pages que nous lisons nous content les mésaventures d'un groupe de survivants piégés dans une station-service paumée dans le Maine états-unien par des camtars tueurs. Sans déconner, vous la sentez venir, la douille, ou pas ? Plongés directement dans l'action et sans aucune raison donnée, nous y suivons les 10 survivants tentant de s'échapper du bouge. 12 pages. C'est la longueur totale de l'histoire. Je ne suis ni scénariste ni réalisateur, mais est-ce que cela suffit pour faire un bon film ? Alors, oui, si on recherche à faire de l'art nawakesque, allez écouter ou réécouter ma première pastille. Sinon, non. Parce qu'avec si peu de matière, la tentative va forcément finir en bordel généralisé et gavé d'anecdotes ubuesques. Je ne vais pas vous faire l'affront d'indiquer dans quelle catégorie se range Maximum Overdrive. C'est la seconde option. Donc le métrage débute par un magnifique fond d'écran Windows 95 d'une planète Terre auréolée d'une nébuleuse verte vomi. Puis un carton souffre à nos yeux et c'est fini. Non mais vraiment, là il y a deux options. Soit on cesse le visionnage là, soit on poursuit jusqu'à la fin à nos risques et périls. Au moins, la bobine est honnête avec ses spectateurs, et ça, c'est beau. Pourquoi ça, Sherlock ? C'est très simple, mon cher Bilbo. Il existe une règle tacite à tout bon cinéphile qui se respecte. Règle que voici. Si le film débute par un carton de texte explicatif, c'est que tu t'apprêtes à mater un bon gros film de merde. Il y a plusieurs siècles, un être interdimensionnel légendaire du nom de Zordon se rendit dans la ville d'Angel Grove pour y établir un centre de commande et continuer sa lutte incessante contre les forces du mal. Je développe. Cinéma vient de cinématographie. Là, je n'apprends rien à personne avec mon érudition d'abruti de kéké, arborant nuque longue, casquette à l'envers, lunettes bouffantirisées et trottinette électrique. Mais en étymologie, la science de l'origine des mots, le terme provient du grec kinéma pour mouvement et graphia pour écrire. Cinématographie veut littéralement dire écrire par le mouvement. Donc débuter son métrage par du blabla est un aveu flagrant d'échec. D'autant plus que Maximum Over putain c'est long et chiant à dire, MO se termine également par un autre carton de texte. Merveilleux. D'autant plus que ce texte introductif nous spoile comme des bâtards. Une histoire de queue de comète qui va détraquer pendant 8 jours, 5 heures, 29 minutes et 23 secondes, notre bien belle boule de glaise. Et détraquer quoi précisément ? Tous les appareils électriques du patelin perdu en Caroline du Nord. Budget de série B oblige, c'est-à-dire que dalle, l'histoire se réserve à un lieu unique alors que le phénomène qui va être dépeint sera mondial. Franchement, c'est pas grave, car sitôt la bobine lancée, les 15 minutes d'introduction sont purement jouissives. On peut y voir notamment en premier lieu une banque nous disant d'aller se faire foutre, et puis Stephen King lui-même se faire insulter d'enculé par un distributeur automatique. C'est-à-dire que sur le Distribank s'affiche sur l'écran de l'appareil la phrase « You are an asshole », qui se répète inlassablement. Ah, tiens, ça me rappelle quelque chose ça. N'empêche, le ton est donné. Nous verrons finalement une comédie macabre, peut-être même satirique, plutôt qu'une réelle épouvante. Pas grave. Nous assistons ensuite au détraquage de tous les appareils électriques les plus rocambolesques qui soient. Un pont, un couteau-scie, des flippers et des bornes d'arcade, et moult autres gadgets. Mon préféré reste et restera le distributeur de limonade. J'en dis pas plus, mais de nombreux kidams meurent de façon gorace, et King se révèle être un sale gosse voulant nous divertir sans aucune limite. Ou presque. Il aura quand même fallu raccourcir certaines scènes mêlant un gamin et un appareil de chantier pour que le comité de censure ne classe pas X le métrage. Ah, tiens, il y a Los Pollos Hermanos de Breaking Bad dans son premier rôle au ciné.
Il joue un black, voleur et feignant qui meurt dans les tout premiers. Original, dis donc. Passé ces 15 minutes, le soufflet retombe amèrement. On découvre des protagonistes joués par des acteurs dont le charisme et le jeu sont aussi subtils que du pain de mie sucé. Les dialogues sont creux, le scénario tourne en rond, comme les camions. Les scènes sont plates et torves, la musique incohérente et complètement random. Il y a des faux raccords et des incohérences tellement partout qu'il est déconseillé de faire un jeu à boire avec. Est-ce que j'ai dit que les persos étaient cons et que, pour certains, ils sont insupportables ? Spéciale dédicace à la grognasse du métrage dont on rêve la mort tout au long de la pellicule et qu'il ne viendra jamais. La VF est fabuleuse, ceci dit au passage. Il n'y avait personne dans le camion et c'est complètement dingue. Non mais vraiment, c'est fabuleux. Maximum Overdrive est une expérience ciné qu'il faut vivre absolument une fois dans sa vie. Parce que King nous a offert une des plus fantasmagoriques plantades de l'histoire du cinéma. Rien ne va dans cette mouture, et il ne pouvait pas en aller autrement. Je m'explique. Premièrement, il faut qu'on cause du producteur qui fut l'un des derniers mégalos indépendants dans le milieu. Il s'agit de Dino De Laurentiis. Outre un blaze à bouffer des avocats dans des chiottes, De Laurentiis a été l'un des plus prolifiques producteurs, et ce sur plusieurs décennies. Rital d'origine, le mec avait les burnes adéquates pour tenter de bouffer le marché hollywoodien directement sur leur territoire. Le type a financé des réalisateurs tels que Federico Fellini, William Friedkin, Michael Mann, les sœurs Wachowski, Miloš Forman, comme quoi tout est lié, ou bien encore Ridley Scott. Ah, et puisque je ne peux pas y passer, il a produit un Jackie Chan aussi. Parce que... Jackie Chan. Non mais rien à dire de plus. Pour des millions de fans de par le monde, il est une légende vivante. Si vous ne l'avez encore jamais vu, C'est lui, il est là. vous ignorez ce qu'est l'action. Ils sont des otages. Ils sont dans l'aéroglisseur. Appelez la police tout de suite. Dimension Film présente le héros hyperactif qui réalise ses propres cascades. Jackie Chan. Et pour ceux dont les noms que je viens de citer ne signifient rien, pas grave les copains, je peux simplement vous citer Dune et Blue Velvet, de feu, sans mauvais jeu de mots, David Lynch. Ah, et Conan le barbare de John Milius aussi. L'Armée de ténèbres de Sam Raimi, Dead Zone de Cronenberg. Bon, c'est simple, hein, le mec était dans la place, quoi. Le seul truc, c'est que... l'ego, quoi. Quand le nom du producteur apparaît à l'écran bien plus gros et bien plus longtemps que celui du réalisateur, ça veut quand même tout dire. Dino De Laurentiis présente le film de Stephen King. Et la liste du prod du bonhomme n'est pas exempte de défauts, car, faut le savoir, au cinéma, le producteur a le dernier mot sur le montage final des films. C'est lui qui paye, hein, donc c'est lui le patron. Donc De Laurentiis a produit aussi de bonnes grosses bouses bien fandarnes comme Calidor, Flash Gordon, King Kong 2, parce que pourquoi pas. Faut dire aussi qu'il a tellement cassé les couilles de David Lynch sur le tournage de Dune que ce dernier a complètement désavoué le métrage. Il en a même retiré son nom au générique. Bon, ça y est, j'ai fini le name dropping ? Non ? Bon ok, petite anecdote sur MO, que voici. Dino a décidé de tourner en Caroline du Nord pour la simple et bonne raison que les lois syndicales étaient plus permissives. Il pouvait donc faire des économies en engageant le petit personnel technique comme il souhaitait. Payé au lance-pierre donc. Et niveau sécurité sur le tournage, j'y reviendrai. On va juste garder en tête que Dino De Laurentiis est un bon gros connard. Connard. Connard là. Ouais. Un connard, mais qui a quand même le nez creux. Il avait bien capté à l'époque que les ouvrages de King feraient de superbes adaptations ciné. Il a fait des pieds et des mains pour récupérer le bougre d'auteur en lui promettant une belle carotte. Lui laisser les coups des franches pour réaliser lui-même un de ses scénarios tirés de ses nouvelles. Et justement, venons-en au cas de Stephen King. Et comment expliquer ça ? King est un cinéphile. Bon, ça ok, super. Mais King est exigeant aussi sur ce qu'on l'on fait de ses œuvres. Autant Carrie au bal du diable de Brian De Palma est peu ou prou fidèle à son matériau d'origine, Dead Zone aussi de Cronenberg, autant, c'est simple, hein. Si je dis Stanley Kubrick, vous me dites ? Non, pas le film où un vieux dégueulasse veut se taper une gamine de 13 ans. Hein. Je t'aime. T'as pas de
200 francs. Non, 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 non. Pas non plus les singes qui se pignolent devant une plaque de marbre. Toujours pas l'esclave qui se rebiffe. C'est assez, dit le soldat. Toujours pas. Putain, faites un effort, quoi. Jack Nicholson, qui pète un câble. Alors ça, c'est dans tous ses films, oui, d'accord. Here's Johnny. Ok, c'est Shining. Digressons vite sur ce film. C'est très simple, King chie à la gueule de cette adaptation. Non pas qu'il la déteste, non, 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 disons qu'il la hait de toutes les fibres de son corps confédéré. Parce que Kubrick, et j'avais envie de dire pas que cucu parce que c'est rigolo, a trouvé la fin du bouquin à chier avec ces buissons animaux qui prennent vie. Et il l'a donc modifié avec ce qui est l'une des fins les plus mémorables de l'histoire du cinéma. Rien que ça. Il y a encore des types qui sortent de nos jours des analyses de plusieurs heures pour tenter de comprendre cette fichue fin. Et tout le reste. Putain, Shining quoi. Lors d'un des passages du film, on y découvre que Jack, tentant d'écrire un roman, écrit depuis le début du métrage une seule et unique phrase qui se répète inlassablement sur des centaines de copies. All work and no play makes Jack a dull boy. Voyez-vous où je veux en venir ? Ouais, l'écran du Distribank qui répète inlassablement le mot enculé à Stephen King. Un Stevie qui se met donc de fait au même niveau que l'un des cinéastes les plus influents de toute l'histoire, et ce, dès les premières secondes de sa bouse filmique. Salut, je m'appelle Stephen King. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont porté mes histoires et mes romans à l'écran. Et j'ai découvert que si on veut que quelque chose soit parfaitement réussi, il faut le faire soi-même. Prétentieux le gars ? Franchement je sais pas. En 2 mots, alcool et cocaïne. Il est de notoriété que l'auteur à succès était versé dans ces substances. D'autant plus durant la décennie 80, pile au moment du tournage de Maximum Overdrive. D'après les interviews, plusieurs années après le drame, King avoua qu'il ne se souvenait absolument pas du tournage. Peut-être un peu partiellement. D'autres entretiens avec les membres du staff révèlent que l'apprenti réalisateur ouvrait une première binouse dès l'arrivée du plateau, à 6h du matin, et était déjà à sa 10e mousse dès 8h30. Et ce, tous les jours. Vous savez, j'ai pris un malin plaisir à réaliser ce film. Et je crois que vous aussi, vous allez prendre plaisir à le voir. Donc je résume le contexte. Un producteur taré, plus un auteur à succès qui rôde plus haut que son cul, complètement dans un état second, qui n'a jamais touché une caméra de sa vie, et donc ne sachant pas quoi faire sur les plateaux. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? Des accidents ? Bingo ! Lors d'une séquence du métrage, on peut y voir un gamin se baladant en bicross, celui avec la mousse sur le guidon. Qui se rappelle de ça, là ? Ah, c'était quand même la belle époque, hein, celle où il fallait pédaler. Bref, le gamin explore une banlieue typique des America fuckiers, où il y découvre en même temps que nous un sacré carnage. Vient à un moment donné un gros plan sur une tondeuse. Pas une petite, hein, une bonne grosse tondeuse bien fat. Étant donné que le sujet du film consiste à la mise en vie des appareils mécaniques, vous devinez peut-être ce qu'il en advient. Oui, la tondeuse démarre, et pour cette scène, il aura fallu filmer la dite coupe-chien-dent de telle manière à ce qu'elle rende la menace conséquente à l'image. Et pour cela, il faut déroger à quelques règles de sécurité élémentaires. Le techos en chef insiste auprès de King pour faire cela en studio et de filmer en extérieur la tondeuse dépourvue de ses lames. Stevie refuse catégoriquement. Teki insiste, encore, mais King refuse à nouveau. Teki ne peut rien faire contre l'avis du roi, sans doute appuyé par le producteur qui, par souci d'économie, ça coûte plus cher de tourner un plan extérieur complété par un plan effet studio, plutôt que de tout faire au même endroit, a dû prendre son parti. Et il advient ce qu'il devait advenir. Lors du tournage, la gueule du technicien devait être collée à la tondeuse dont les lames tournaient à balle, et donc les lames explosent. Un bout de bois coincé par là, et des éclats d'écharde giclent à la tronche du bonhomme. Le mec n'est plus que déguisé en pirate depuis pour les fêtes d'Halloween. Par conséquent, lorsqu'on mate à nouveau la scène en question, on voit les choses d'une autre perspective. Bon, le technicien, il peut plus, lui, par contre. Bon, je pourrais longtemps continuer à raconter des choses sur le film, mais honnêtement, je ne peux pas résister de vous mentionner l'acteur principal, Emilio Estevez, le frère de Charlie Sheen. Autre chose. Qui était une étoile montante d'Hollywood après le succès de Breakfast Club. Ce
qui est rigolo, c'est qu'il se retrouvait dans ce bourbier car De Laurentiis était un ami de la famille, avec de bons gros guillemets. Le bide de Maximum Overdrive lui a niqué complètement sa carrière. Autre chose, la musique est intégralement constituée de musique aléatoire d'ACDC. Stephen King est fan hardcore du groupe. Ouais ok, c'est super mec, on est content que par caprice tu aies réussi à avoir le groupe plus des morceaux bonus à la clé, mais non, faut dire que la zik n'est pas du tout raccord avec les scènes. Par contre, celle qui s'en est sortie comme par miracle de cette foirade en bobine, c'est l'actrice qui joue la grognasse et qu'on veut en permanence voir crever. Il s'agit là d'une comédienne qui a réussi dans le doublage et qui joue ni plus ni moins que Lisa Simpson. Réflexion faite, c'est souvent qu'on lui demande de se la fermer, hein, celle-là aussi. Ouais. La science a déjà prouvé les dangers de la cigarette, de l'alcool puis des mets chinois, mais je peux encore ruiner l'industrie des liqueurs douces. Pour conclure, je ne peux que vous conseiller à nouveau de mater ce film, avec de la compagnie qui plus est, car Maximum Overdrive est une expérience. Pour l'avoir vécu, l'hallucination collective fait réagir même les personnes qui ne sont absolument pas versées dans les films de série B à tendance fantastique. Il s'agit là véritablement d'une communion où l'on vit le film plus que l'on ne le voit, où l'on ne s'endort pas devant la fin comme devant un Scorsese trop long pour ce qu'il raconte, où l'on relève les incohérences et autres faux raccords tout en étant hilar et en se foutant de la gueule des acteurs, ou bien des scènes collées les unes après les autres qui n'ont ni queue ni tête. Si en plus on peut avoir des mugs Disney remplis de tisanes calme et sérénité avec une paire de Madeleine Saint-Michel, le tout est parfait. D'autant plus qu'il faut avouer que malgré son foirage, le réalisateur a été très généreux. Outre les effets gore, Evil Dead était passé par là, hein, on a quand même un petit lot de charcutage et autres explosions abusées qu'on ne fait plus de nos jours. Il y a malgré tout un petit peu d'honnêteté et une envie de nous divertir. C'est la définition même du nanar, un film tellement mauvais qu'il nous paraît instantanément sympathique. Et c'est un peu ça aussi la magie du cinéma. Et c'est tellement beau. Finalement, je repense à cette tondeuse. King a un fétiche avec car il a également rédigé une nouvelle avec une tondeuse tueuse. Un récit approximativement adapté au ciné, mais dont il a fait des pieds et des mains pour que le titre originel, lui faisant référence, soit supprimé. Il s'agit d'une histoire avec un jardinier teubé qui devient un troll d'internet virtuel à cause de James Bond version GoldenEye. Il s'agit là du cobaye, mais ça, ce sera peut-être pour une autre pastille. En attendant... Au cas où tu ne le saurais pas, on est déjà dans la merde. Sans faire de jeu de mots. Oh, ta gueule. Il y a tout un arsenal. Allez, va-t'en et laisse-moi chier.